Destin inattendu. Des personnes ordinaires au destin extraordinaire. Dans les précédents épisodes, Gégé nous a raconté des choses incroyables qu'il a fait, qu'il a osé à l'hôpital, devant des patrons. Mais Gégé est aussi quelqu'un qui fait de la BD, quand même. C'est d'abord son premier métier. Avant de faire des choses gratuites, il fait aussi de la BD. Et il aime bien tout ce qui est images, musique. Donc, il va nous raconter des choses un peu folles encore qu'il a fait. Oui, la BD, j'en ai fait beaucoup. J'en ai fait plusieurs albums différents entre Gontran, je sais pas sorti en album encore, mais paru. Il y a Monsieur Tendre. Monsieur Tendre, le premier BD que j'ai sorti et qui a été adapté au cinéma. C'est une façon de remettre un pied dans le cinéma. Et puis des expos, tout ça c'est lié, quoi. Faire des expositions, d'amener une série à être exposée, etc., etc. Et j'avais eu un projet de collectif de dessin et de BD sur la musique. J'avais trouvé des gens ok pour travailler, sauf que là, j'avais prévu moi de faire construire un chapiteau sur la place de la mairie. Rien que ça. Oui, pour avoir les œuvres à l'intérieur en forme de cocotte minute. J'ai appelé ça cocotte minute, les esprits qui chauffent, quoi. Mmh. Et puis donc c'était un projet fou. Il fallait investir beaucoup de son temps et voilà. Et puis il y a beaucoup ils vont lâcher à la dernière minute, ils n'ont pas cru, ou ça leur paraissait trop énorme. T'es sur la musique, c'était La sur... musique, le thème opposé, la musique, c'est formidable quand même, c'est un truc intéressant. Et je me suis dit, je peux pas lâcher ce projet, il est bien, j'abandonne la cocotte minute et je vais faire moi-même toute l'expo. Donc j'ai fait des dessins, de la sculpture, du son, de tout ce qu'il faut dans une expo, quoi. Là, la ville a tout de suite été intéressée, Tombée de la nuit, entre autres, de Ville de Rennes, et ils m'ont donné les halles pour monter une première expo qui était sur 200 à 250 mètres carrés quand même. Il y avait tout dedans. Il y avait un trombone de 2 mètres, par exemple, en trombone de bureau. Il y avait des tas de choses un peu folles, des dessins d'humour, des trucs, etc. Et ça a cartonné. C'était une expo qui a cartonné. Et j'en étais bien content parce que j'avais mis une énergie folle là-dedans. Je pense même, je le dis, tu vois, que certains ont regretté de pas y avoir participé. Tout ça s'est appelé music pour donner un côté anglais à la chose. Je me suis éclaté. Et je me suis éclaté en me disant, mais les expos, c'est un vrai plaisir aussi. Et c'est comme ça que j'en suis venu à faire d'autres expos. Mais là, pour Quai des Bulles, par exemple, dont j'ai été, dont je suis encore l'actif, mais plus à une période plus ancienne. C'est là que j'ai fait une expo sur Gottlieb, par exemple, des dessinateurs dont je raffolais quand j'étais 15 ans. J'ai acheté le pilote presque avant, je l'arrachais à celui qui l'avait acheté avant pour qu'il n'y en avait plus. Tout ça pour la rubrique à braque de Gottlieb, quoi. Donc, de rencontrer Gottlieb, ça a été Ah oui. formidable. C'était Quel homme était-il, Gottlieb? un petit fou comme ça, qui était drôle surtout, qui était un petit génie, quoi. Moi, il me faisait pisser de rire, me le dire. Et même en le revoyant, voilà, et son accent parisien, là, il m'avait dit, mais personne ça peut dire ça fait des années que je dessine plus. Alors je dis oui, mais ça faisait 20 ans qu'il n'avait pas publié quoi que ce soit. Ah ouais. Mais il m'a dit, en plus, heureusement, parce qu'aujourd'hui, j'aurais jamais pu publier ce que j'ai fait à l'époque avec voilà, C'est sûr. Et donc, très bien, quoi. Et de là, j'ai rencontré un type aussi important de qui j'avais fait une expo, c'est Mulatier, un des plus grands caricaturistes mondialement connus. On est devenus amis. Et avec lui, Uderzo. Alors, Quelle rencontre, Uderzo. oh là là, Uderzo. Une grande expo sur lui. Il était heureux d'avoir vu cette expo. Et voilà, quoi, j'ai eu un peu de suivi, quoi, on se rappelait, et j'avais pour intention, avec Jean Mulatier, de faire une grande vidéo sur Uderzo, non pas sur Astérix, mais sur l'ensemble de l'œuvre d'Uderzo et de sa façon de travailler. Il était OK d'ailleurs là-dessus, puis malheureusement, il a disparu avant qu'on puisse vraiment aboutir le projet. C'est vraiment dommage. Un type formidable. Qui t'a rencontré dans son bureau et qui t'a montré des pépites. Tomber sur le cul, quoi, quand on va des originaux de ces gens-là. Même Gottlieb, pas son dessin lui-même, mais tous les champs d'amis qu'il peut avoir autour. Alexis, un type qui est mort depuis longtemps, malheureusement maintenant, mais qui avait un talent fou.
Mais là, les planches du Uderzo, l'Astérix, c'était mon enfance, hein, mon adolescence. Et ce type-là, on se tutoyait et je me dis, c'est pas possible. Donc en fait, finalement, t'es bien resté l'enfant que tu voulais être, Exactement. petit. Voilà, j'étais Ah oui. et jusqu'au bout, parce qu'il y a Claude Marin, par exemple, quand Jean de Mickey, pour Ah qui j'ai oui. participé au maximum, Claude Marin, qui était un dessinateur extraordinaire d'une génération Uderzo, tout ça, un type formidable, quoi, d'une gentillesse adorable et tout. Bon. Et je lisais une histoire qui s'appelait Après Frère Boudin. Il avait un truc d'un moine, l'histoire d'un moine qui s'appelait Frère Boudin. Il avait fait une parodie de Josh Randall à la télévision avec Steve McQueen, Ah oui. le canoncier et tout, etc. Et lui, c'était Jay Kedal. Et Jay Kedal, j'avais regardé ça avec une passion folle et je suis devenu scénariste de ce type-là. C'est fou quand même. Quand Ah j'étais ouais. môme, je le lisais. Et là, Ça, c'est j'étais devenu merveilleux. scénariste, ouais. Et Oui. donc, on se parlait d'égal à égal. Et Oui. ah ouais, ça a été un moment extraordinaire, quoi. Oui. En fait, tu as fait de la BD, tu as fait de l'image, tu as fait des expositions, tu as fait de la chanson et tu as même fait du cinéma, je crois. Oui, le cinéma, j'y suis revenu parce que c'était mon intention première, c'était de faire du cinéma derrière la caméra, hein, pas devant, derrière la caméra. D'ailleurs, le premier album que j'ai fait, le premier album, c'était Monsieur Tendre, a été adapté par Le Jallet au cinéma, pour le cinéma, pas en tant que narratif, mais étude du personnage et narration, et etc. Et du coup, j'ai travaillé avec lui encore, on a fait un long métrage, donc Loulou Graffiti, un moyen métrage s'appelait Sirène. Enfin bref, j'ai commencé comme ça à aussi travailler pour le cinéma, quoi. Soit pour le storyboard, soit pour le scénario. En fait, vous les artistes, enfin surtout toi, vous êtes vraiment touche à tout. Est-ce que tu peux nous raconter aussi ce qui s'est passé au niveau d'un gars comme Fournier, quand même très connu au niveau de la BD, mais pas très très bon au niveau financier? Ah bah ça, c'était une époque où les publicitaires commençaient à utiliser beaucoup les dessinateurs de bande dessinée. Ça renouvelait un petit peu l'imagerie qu'ils pouvaient utiliser. Et puis il y avait des pépites là-dedans. Et oui, lui, je vais le dire, je vais pas donner les sommes parce que sinon, s'il entend, il va s'évanouir à nouveau. Et un jour, il est appelé par les... Danone. Non, ça c'était une agence de pub, dont je me souviens plus le nom, qui s'occupait qui avait besoin de créer pour des biscottes, je crois, un ours. Il fallait un ours, qui serait bon. Donc, il envoie une proposition, il rend un retour, c'est votre ours qui a été choisi. Il y avait beaucoup de pointures qui avaient été sur la liste, mais bon, non, je crois pas, non. Je vais pas dire non parce que je sais plus exactement avec qui. Et c'est lui qui a été retenu, donc il lui fallait faire différentes positions de l'ours, etc. Il avait fait, lui, sur crayonné en une nuit, quoi. Il avait envoyé ça en une nuit, quoi. Et c'est lui qui avait prévu. Donc là, il s'agissait d'aller à une réunion sur Paris pour disposer de l'ensemble des éléments, d'une part, d'un côté, et puis de l'autre, pour prévoir le financement. Alors il appelait Peyo, le dessinateur des Schtroumpfs, qui lui déjà travaillait beaucoup pour la pub, était très très cher. Et je sais pas, mais à l'époque, on lui a proposé genre 70 000 euros, ou j'en sais rien, un truc énorme. C'était en francs, quoi, une somme pas possible. Alors il n'y croyait pas, quoi. Il dit jamais on va accepter ça. Il dit à Peyo, bah écoute, tu fais comme tu veux, mais moi je travaille, je ne brade pas les dessins. Donc il a dit bon, d'accord. Et puis il avait réunion 15 jours après. Il dit là, je vais demander un peu moins quand même. Puis tous les jours, il diminuait sa facture, il diminuait son truc. Et puis il est arrivé à une somme, genre aujourd'hui 1000 balles, quoi. 1000 balles, c'était déjà combien pour une nuit de travail, mais 1000 balles. C'est pas les sommes, encore une fois, je dis, c'est pas déjà l'énormité de la chose. Alors qu'on lui avait proposé 700 000 balles. Hein, donc, et donc, à la réunion, tout le staff était là, et il est là, à Paris, un petit dessinateur avec son carton à dessin, qui dit, 1000, tout le monde se regarde. Bien, bah, écoutez, On signe. voilà, signons, voilà, c'est bien.
Et puis, je crois que c'est 1 an après, dans un cocktail pour sortir je ne sais trop quoi, l'un des types de l'agence vient: «Ah, monsieur Fournier, alors, meilleur en affaires?» Et en fait, ils avaient prévu un budget qui était pas loin du 70 000 machin, mais ils ont fermé leur gueule, évidemment. Et parce que l'agence, qu'il faut savoir, elle a touché, elle, l'argent de toute façon. Le client n'a rien vu, l'agence a gardé une grosse part, puis mon Jean-Claude est parti avec, content comme lui quand même, parce qu'il avait gagné 1000 balles. Et puis en fait, voilà, ça arrive à tout le monde, hein. Ça démontre que les artistes ne sont pas des hommes d'affaires. Leur principal intérêt, c'est la création. Merci, Gégé. La semaine prochaine, tu nous parleras de BD et surtout d'une nouvelle BD qui vient de sortir, qui est extraordinaire. Merci.